Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur le ARA, l'Application Release Automation et Orchestration pour le DevOps. Bienvenue, nous allons passer 1 heure et demie ensemble. Et nous allons essayer d'être le plus pragmatique et technique possible. On va peut-être attendre 2 minutes, le temps de laisser d'autres participants nous rejoindre. Vous êtes tous en mute, mais vous avez la possibilité de poser des questions via le chat si vous le souhaitez. Et nous essaierons d'adresser ces questions soit au fur et à mesure, soit à la fin des démos, ce qui sera le plus simple pour nous. Merci à tous en tout cas pour votre participation. Donc, je vous propose que l'on démarre pour cette heure et demie ensemble. Dans les participants, enfin dans les organisateurs, donc il y aura donc moi-même pour la première partie, donc Richard Mathis, je suis en charge du bureau francophone de Xebia Labs. Et donc dans une deuxième partie, sur tout ce qui concernera les aspects techniques et démonstrations, Benoît Mousseau, notre directeur technique. Quelques mots sur la société Xebia Lab, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, nous sommes éditeurs de logiciels d'une plateforme dite DevOps d'entreprise et nous travaillons sur les sujets dits de l'ARA, donc Application Release Automation, qui sont des sujets aujourd'hui étudiés par des analystes comme le Gartner et le Forrester et qui, chez nous, vous le verrez, concernent deux solutions, une solution d'automatisation des déploiements et une solution dite d'orchestration du pipeline de continuous delivery. Xebia Labs est un éditeur au départ européen, mais aujourd'hui avec une présence globale, puisqu'on a notre siège historique en Hollande, à côté d'Amsterdam, avec des équipes de R&D, et puis également maintenant un bureau assez important aux États-Unis, à Boston, et également en Inde. Nous sommes un acteur, je dirais, aujourd'hui utilisé par entre 250 et 300 clients dans le monde, des clients de tous les secteurs d'activité, aussi bien dans le monde de la banque, finance, aéronautique, logistique. Nous en reparlerons un petit peu plus tard. Pour en revenir aux analystes, le Forrester a publié il y a 10 jours maintenant la dernière vague de son étude dite ARA, dans laquelle eh bien, Xebia Labs ressort de nouveau comme le leader dans ce domaine, et je vous invite à aller consulter sur notre site web les études de ces deux analystes. Lorsque l'on parle de DevOps, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui énormément d'outils sur le marché. Vous l'avez compris, nous sommes éditeurs de logiciels, donc nous éditons deux solutions aujourd'hui principalement. Certains d'entre vous connaissent peut-être cette table périodique des outils DevOps. On a essayé de rassembler eh bien, la plupart des outils utilisés aujourd'hui sur le marché sur ces sujets. Et donc, un des objectifs de cette session, c'est de vous aider à comprendre comment nos solutions se positionnent dans leur écosystème et comment elles vont pouvoir s'intégrer aux autres solutions du marché. Donc, une première planche qui va vous permettre de positionner nos deux offres. Donc, on voit ici donc, un cycle de vie applicatif classique avec une approche, je dirais, en mode agile et une gestion de bout en bout du cycle de vie, de la phase de développement
jusqu'à la phase de mise en production. Et ce que l'on va adresser, nous, à travers nos solutions, ça va être sur la partie haute du diagramme, eh bien, ce que l'on appelle, nous, l'orchestration de la release, c'est-à-dire la prise en charge de l'ensemble des tâches et des activités qui vont vous permettre d'amener le build d'une application depuis sa phase de développement jusqu'à sa phase de mise en production. Si l'on regarde la partie plus basse, donc dite Deployment Automation, on va adresser donc ce que l'on appelle cette phase d'automatisation des déploiements applicatifs et qui consiste finalement à déposer les différentes versions de vos applications sur vos différents environnements de développement, de test, UAT, pré-prod, prod. On parle souvent de DTAP, mais là je dirais que ça dépend des organisations. Donc en termes de solutions, on va parler chez nous de XL Release d'une part et XL Deploy d'autre part. XL Release donc gère donc ce qu'on appelle l'orchestration du pipeline de continuous delivery et XL Deploy l'automatisation du déploiement des packages sur les différents environnements. Quelques mots sur nos clients, on ne va pas s'éterniser sur le sujet puisqu'on a la chance d'avoir eu déjà de beaux témoignages lors de séminaires ou de différents événements, mais on a aujourd'hui énormément de clients dans le secteur banque, finance, assurance, qui est un secteur très consommateur d'IT et de développement spécifique, et dans lequel on a aujourd'hui de très belles références au sein du groupe BPCE, comme la Banque de France, comme la Société Générale CIB, CNP Assurance, mais également des clients dans le domaine de la logistique, type Jeffco, Geodis, CMA, CGM, ou dans les télécoms, comme Bouygues Télécom et Orange. Un certain nombre de tendances de fond qui poussent aujourd'hui nos clients à mettre en œuvre nos solutions. Il y a bien sûr l'agilité, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, qui par extension aboutissent à des initiatives autour du DevOps et du Continuous Delivery. On a également de plus en plus de clients qui sont amenés à revoir leur stratégie d'architecture et middleware et qui peuvent migrer de middleware classique type WebLogic, WebSphere vers des middleware plus légers type Tomcat, Glassfish, voire migrer vers des approches de type container ou Docker. Et donc chercher finalement à adresser des problématiques d'hybridation de leur informatique et de leur infrastructure. Et nos outils s'inscrivent clairement dans ce type d'initiative. On a également toutes les problématiques, bien sûr, de réduction des coûts, où il y a encore énormément de clients chez qui les actes d'installation et de déploiement applicatif sont réalisés à la main via des actions semi-scriptées. Et enfin, les problématiques de compliance, où on a envie de savoir qui déploie quelle version d'application dans quel environnement, qui a fait quoi quand, et quelles ont été les autorisations, les validations obtenues pour aboutir jusqu'à la phase de déploiement. Au final, ce que recherchent nos clients, bien sûr, c'est d'avoir, je dirais, des processus de livraison standardisés, hein, que l'on puisse répéter au fil du temps et, bien sûr, au fur et à mesure, automatiser de plus en plus le delivery de ces applications depuis les phases de développement jusqu'aux phases de mise en production pour aboutir à du continuous delivery. Nos clients cherchent, bien sûr, à réduire les risques d'erreur, hein, de saisie en particulier en production. Donc à accélérer leur delivery, mais également à gagner en visibilité et en contrôle, c'est-à-dire à savoir finalement comment ils doivent livrer chacune de leurs applications, quels sont les acteurs impliqués, qui doit faire quoi, quand, et savoir au moment des phases de mise en production, typiquement, à quel stade ils sont rendus dans le cycle de livraison, ce qu'il reste à faire, et voir, essayer de s'améliorer au fil du temps en essayant d'automatiser ce qui est automatisable et qui permet de gagner du temps et de l'efficacité. Au final, bien sûr, un des paramètres très importants, c'est d'accélérer et de réduire le time to market et la capacité à livrer de nouveaux services aux clients le plus rapidement possible. Alors si l'on rentre un petit peu plus dans les solutions maintenant, XL Release qu'on a essayé de représenter ici graphiquement, donc c'est une solution qui va se positionner eh bien au-dessus de l'ensemble des solutions qui sont mises en œuvre aujourd'hui au niveau de votre cycle de vie applicatif et qui va vous permettre, comme je l'indiquais tout à l'heure, d'amener le build de votre application, de vos différentes applications, depuis la phase de planification, je dirais au choix du client, jusqu'à sa phase de mise en production. Donc on voit ici qu'on traverse un certain nombre d'étapes du cycle de vie qui sont ou pas outillées, et donc l'intérêt d'un XL Release, ça va être de vous permettre de modéliser ce workflow propre à chaque application ou typologie d'application,
mes applications ABCD vont avoir des cycles de release différents, des équipes différentes impactées, des outils potentiellement différents mis en œuvre, où on va pouvoir distinguer typiquement mes versions majeures, mes versions mineures, mes patchs correctifs, mes upgrades de base de données, et avoir pour cela des workflows de livraison différents, modélisés dans l'outil. Ce que l'on voit ici, c'est qu'il y a un certain nombre d'outils externes qui sont représentés dans ce schéma et que l'on va bien sûr pouvoir intégrer très facilement dans chacun de ces workflows de livraison. Au final, ce que l'on va chercher à faire, c'est à aboutir à ce que l'on voit sur cette copie d'écran ici. C'est ce que l'on appelle dans XL Release un template de livraison, comme vous le voyez ici, qui vous permet de modéliser un certain nombre de phases. Ici, une phase de build, de test, de QA et de production, avec à l'intérieur des tâches qui peuvent être soit des tâches manuelles, je demande à des gens ou des équipes de faire quelque chose, de prendre en charge une activité, ou des tâches automatisées à travers des outils. Donc vous voyez soit des petits trous crantés, soit des logos que vous devez reconnaître, comme le logo Jenkins par exemple. Et dans ce cas-là, l'outil va se connecter directement à ces outils et lancer un certain nombre de tâches pour faire avancer le workflow de bout en bout, depuis la première tâche jusqu'à la dernière dans sa phase de production. Si l'on passe maintenant à XL Deploy, XL Deploy, lui, est un outil, je dirais, qui est plus technique, qui va vous permettre bien, de déposer les différents packages de vos applications sur les différents environnements de développement, de test, de pré-production et de production, faire de la configuration de vos composants middleware et de la relance de composants, et vous permettre de configurer l'application installée en fonction des différents environnements. On ne va pas configurer l'application de la même manière en test et en production, par exemple. On voit ici que mon application, dans ces différentes versions, va être déployée sur des différents environnements qui ont une topologie différente, quelque chose de très simple en phase de développement, de plus complexe en QA, et qui peut être potentiellement très très complexe en production. Donc l'outil va générer des séquences d'installation en fonction de la topologie de l'environnement cible, du contenu de l'application et du middleware cible sur lequel on cherche à déployer. On reviendra là-dessus tout à l'heure lors de la démonstration. En termes de positionnement d'XL Deploy, on va passer un petit peu plus de temps sur XL Deploy maintenant. On nous pose généralement la question de savoir comment se positionne un XL Deploy face ou versus des outils type intégration continue ou de provisioning d'infrastructures avec lesquels certains de nos prospects essayent généralement d'adresser cette problématique du déploiement applicatif. Eh bien, un outil de déploiement pour fonctionner, il a besoin de deux choses, en tout cas au niveau d'XL Deploy. Il a besoin d'une part d'un package de déploiement, d'un package applicatif, donc finalement qui constitue la version de votre application et les différents composants contenus dans cette version. Et ça, généralement, pour nous, c'est produit par des outils d'intégration continue type Jenkins, TFS ou Bamboo qui vont pousser ce package dans XL Deploy pour pouvoir ensuite les déployer sur les différents environnements. Les outils dits de provisioning d'infrastructures tels que Chef, Puppet, Ansible ou SoulStack, eux sont très bons pour la configuration et la création et la configuration de l'infrastructure. Et donc une intégration entre XL Deploy et ces outils-là permet finalement d'alimenter un référentiel dans XL Deploy de l'infrastructure et des middleware sur lesquels vous allez pouvoir installer les différentes versions de vos applications. Donc en fait, XL Deploy, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réconcilier un package qui est fourni et qui est produit par les usines logicielles et les outils d'intégration continue avec l'infrastructure qui est créée et configurée par les solutions de provisioning. Et une solution comme XL Release, comme vous l'avez compris tout à l'heure, va permettre finalement d'orchestrer l'action de ces différents outils. XL Deploy, tout comme XL Release, sont des solutions d'entreprise qui vont être mises en œuvre tout au long du cycle de vie projet, depuis la phase de développement jusqu'à la phase de mise en production. Pour ce qui est d'XL Deploy, généralement, nos clients intègrent XL Deploy avec les solutions d'intégration continue et vont très tôt déployer les premières versions de leurs applications sur leur environnement de développement à travers XL Deploy et depuis leur Jenkins typiquement. Les packages du coup vont se retrouver référencés dans le référentiel d'application d'XL Deploy et vont pouvoir être poussés
par des équipes de QA, de test, d'acceptance, d'intégration, à travers XL Deploy sur des environnements de test et d'acceptance. Et le dernier acte, ce qu'on appelle le last mile, donc la mise en production, va pouvoir être effectuée par des équipes de production à travers toujours XL Deploy sur les environnements de production. On voit ici qu'on a des petites barres rouges qui matérialisent finalement les droits d'accès, les permissions que vous allez pouvoir mettre en place et expliquer qui a le droit de faire quoi, sur quel environnement, quelle application et quelle configuration d'application. On va rentrer un petit peu plus dans les concepts d'XL Deploy avant de passer à une phase de démonstration qui sera prise en charge par Benoît. Il y a quelques concepts à comprendre dans XL Deploy avant de rentrer dans la démo. Le premier concept donc s'appelle ce que l'on a vu tout à l'heure, le package de déploiement, qui correspond finalement à la version de l'application. Pour nous, c'est un package qui doit être complet, qui doit à chaque fois contenir l'ensemble des éléments constituant l'application. Et on verra tout à l'heure comment XL Deploy exploite ces packages pour mettre à jour l'application dans son environnement cible. L'environnement, eh bien finalement, c'est un élément d'infrastructure sur lequel on aura installé des middleware, typiquement un serveur un environnement sur lequel on aura installé un Tomcat, une base de données, un autre environnement de production sur lequel on aura installé deux serveurs Tomcat, un load balancer et une base de données. Et le dernier concept, c'est ce que l'on appelle les dictionnaires de configuration qui permettent de déployer le même package dans les différents environnements, mais à travers une mécanique de placeholder, de configurer différemment ce package dans les différents environnements pour y appliquer la bonne configuration. Il y a un deuxième aspect important dans XL Deploy, c'est qu'XL Deploy n'est pas une solution dans laquelle vous allez modéliser un workflow de déploiement, c'est un outil qui va générer automatiquement lui-même une séquence d'installation. Et pour cela, il va s'appuyer sur un certain nombre de mécaniques, dont ce que l'on appelle les règles de déploiement. Les règles sont finalement les étapes qui permettent d'installer, de modifier ou de désinstaller les différents éléments du package sur l'environnement cible. Donc c'est un ensemble de bibliothèques d'étapes qui permettent de mettre à jour votre application dans l'environnement, qui sont regroupées chez nous dans des plugins, dont nous vous reparlerons dans la planche suivante, qui peuvent être analysés, modifiés à votre convenance à travers de la configuration XML. Voire, il est possible de créer également ses propres plugins. Donc je dirais que la plupart de nos clients utilisent un mix à la fois de nos plugins, des plugins officiels que nous fournissons, mais aussi des plugins qu'ils construisent eux-mêmes sur la base du savoir qu'ils auront de notre solution. On a coutume de dire que finalement, la règle de déploiement, le plugin, est un petit peu le contrat entre les équipes de développement et d'opération sur la façon dont on doit installer l'application sur une technologie donnée, sur WebLogic, sur Tomcat, sur OpenShift, sur Cloud Foundry, etc., etc. Donc vous avez ici une planche qui résume qui reprend un certain nombre des plugins que nous allons vous fournir de manière officielle et qui sont supportés et que nous faisons évoluer au fil du temps et de la sortie des nouvelles versions de ces middleware. Vous voyez qu'on a quelque chose qui est assez riche. Et puis on a également toute une librairie de plugins communautaires qui se développe avec également énormément de contenu utile pour l'ensemble de nos clients. Enfin, pour vous expliciter le fonctionnement d'XL Deploy, ce que XL Deploy va faire, c'est qu'à chaque modification que vous allez faire sur le modèle que nous venons d'évoquer, je veux aller de la version 1 à la version 2 de mon application dans mon environnement de développement, je veux changer la configuration de mon application, je veux rajouter des serveurs dans un environnement de production, par exemple, pour des questions de tenue à la charge. Et bien sur chacun de ces changements, l'outil va capter ces modifications et effectuer une analyse d'écart sur le contenu de ces trois axes, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai changé dans le contenu de mon application, qu'est-ce que j'ai changé dans la configuration de mon application, et est-ce que j'ai rajouté des serveurs dans un environnement. Et en fonction de ces différents axes-là, il va appliquer les règles de déploiement qui sont contenues dans les plugins, et vous allez pouvoir ensuite appliquer ce que l'on appelle une orchestration, c'est-à-dire la possibilité de dire je déploie groupe de serveurs par groupe de serveurs en séquentiel ou en parallèle par exemple. Enfin, la tâche de déploiement qui aura été produite pourra être exécutée immédiatement ou planifiée.
En termes d'architecture, XL Deploy, tout comme XL Release, sont des process Java qui s'installent sur une JVM. Ils proposent tous deux un certain nombre d'interfaces qui permettent de les manipuler et sont basés essentiellement sur une API REST qui est documentée. Le premier type d'interface que l'on propose est bien évidemment une interface web qui va vous permettre à la fois de comprendre les concepts, mais très simplement pour XL Deploy, pour une personne qui est pas novice, mais je dirais pas experte typiquement du middleware, de pouvoir déployer une application de manière relativement simple. On va fournir également ce que l'on appelle une interface en ligne de commande qui va vous permettre d'intégrer l'outil avec des outils tiers. Et on va également fournir des interfaces vers les différents outils du build et de l'intégration continue, type MS Build, Gradle, Jenkins, Bamboo, TFS, etc. L'objet étant de vous faciliter ou de faciliter aux développeurs la construction du package qui s'appelle le DAR, donc le Deployment Archive pour XL Deploy. On va ensuite brancher XL Deploy dans une base de données. Classiquement, on livre, nous, une base de données embarquée sur les phases de POC. Et vous allez brancher en phase de production XL Deploy sur la base de données que vous savez administrer le mieux, que ce soit un Oracle, un DB2 ou un MySQL ou un Postgre par exemple. On va également, dans des organisations de taille importante, bien brancher XL Deploy sur un module, un système de sécurité, un annuaire d'entreprise de type LDAP ou Active Directory pour récupérer tout ce qui est groupe, rôle et permission sur qui a le droit de faire quoi dans l'outil. Ensuite, on en retrouve finalement le cœur du système XL Deploy qui est le moteur qui analyse les changements que vous effectuez sur votre modèle. Et puis, les plugins dont nous avons parlé, qui vont, eux, se connecter et passer les différentes commandes nécessaires au moment du déploiement sur les machines distantes, sans agent propriétaire. Donc, il n'y a pas d'agent à installer sur les systèmes cibles. On passe généralement par du SSH pour les systèmes Unix et par du WinRM pour les plateformes Windows. Donc si on résume, concernant XL Deploy, une solution qui apporte un modèle qui évite finalement de scripter les déploiements et de maintenir ces scripts au fil du temps, un système de plugin qui apporte du contenu out of the box, qui nous permet aujourd'hui de réaliser des POC entre une demi-journée et 2 jours, la plupart du temps, sur quelles que soient les technologies qui sont mises en œuvre. Une architecture sans agent, donc qui nous permet de réutiliser l'infrastructure système en place chez nos clients. Tout cela contribuant à une rapidité de mise en œuvre appréciable puisqu'il n'y a pas de workflow de déploiement à construire et à maintenir et d'agents propriétaires à faire installer par les équipes système sur les différents systèmes cibles. Voilà pour la partie présentation d'un petit peu au niveau des solutions. Je vous propose de passer sur un mode plus technique et démo avec Benoît Mousseau qui va reprendre la main. Je vais me mettre en mute et Benoît va se démuter et on prendra vos questions à la fin de la démo. Bonjour, nous allons passer maintenant à la démonstration d'XL Deploy et ensuite on passera à la démo d'XL Release. Alors, je vais minimiser ça. Donc ici je suis sur XL Deploy à travers son interface graphique en version 7.1.0 et je vais commencer par me connecter ici en admin. On pourra parler de sécurité et permission par la suite. Donc tout ce que je fais à travers l'interface graphique va pouvoir être répliqué à travers l'outil en ligne de commande, voire même avec les API REST, puisqu'au final tout passe par ces API REST qui sont documentés et supportés.
Donc quand on se connecte sur Excel Deploy, on arrive sur plusieurs espaces de travail. Ça va venir. Et qui sont déploiements qu'on va parcourir à travers la démonstration. Donc le principal étant l'espace de déploiement dans lequel on retrouve les deux grands concepts d'Excel Deploy qui sont les packages d'un côté et les environnements de l'autre. Donc à gauche, nous avons les packages que moi j'ai classés par stack technologique, hein, mais on peut bien sûr mixer les technologies à travers différents packages. Donc j'ai du .NET, j'ai des conteneurs, et pour la démonstration, on va faire du Java, et puis dans Java, j'ai l'application PetPortal. Et dans PetPortal, j'ai déjà plusieurs versions de PetPortal qui sont déjà importées. Et si j'ouvre une version ici, on voit qu'elle est composée de 6 éléments. Un composant que j'ai appelé Logger, qui est de type Logger, qui va me permettre de configurer mon niveau de log de mon application à travers les différents environnements, typiquement pour m'assurer que j'ai bien un niveau debug en dev et un niveau erreur en production. Pet Data Source, comme son l'indique, est une data source. Le Pet Clinic et le Pet Clinic Backend sont deux fichiers de type WAR, hein, le type est affiché là. SQL, c'est un ensemble de fichiers SQL, et la page de test page, et ce qu'on appelle un smoke test qui me permet de valider que mon application est bien déployée en fin de déploiement. Si je regarde évidemment différents packages ici, je retrouve les différentes versions, et toujours je suis en package complet. Dans Excel Deploy, à chaque fois, on package toujours l'ensemble des éléments qui appartiennent à une version sans se soucier qu'est-ce qui va être déployé par la suite par Excel Deploy. Pour pouvoir constituer mon package, beaucoup de clients utilisent notre intégration avec Jenkins, dans laquelle, par exemple, j'ai ici mon job qui s'appelle PetPortal, dans lequel on va retrouver ici l'accès à mes sources, le mécanisme de build, donc c'est du Maven classique, et ici, ici on retrouve les différentes versions, donc mon application, comment je constitue ma version de mon application, donc ici la 4.0 avec mon build number, et ici le package de mon application, donc la partie WAR, hein, qui s'appelle Pet Clinic. Ici j'ai tous les artefacts disponibles à travers mon Excel Deploy, et je demande à Excel Deploy de scanner les placeholders. Ça veut dire quoi? Je demande effectivement à Excel Deploy, au moment de l'import, d'analyser mes fichiers, mes folders, mes archives, pour y trouver des éléments de configuration qui sont dépendants de mon environnement. J'ai un autre WAR, j'ai mes fichiers SQL. Maintenant, on passe aux ressources. J'ai une data source, et ici, on a toute la liste des ressources qui sont disponibles, avec son nom JNDI, puisque c'est la seule chose commune à travers mes environnements. Et je finis par mon smoke test, dans lequel je demande d'aller attaquer cette URL-là, en attendant une réponse qui est celle-ci. L'indication en utilisant des accolades, qu'on appelle le format moustache, indique à Excel Deploy que la valeur dépend de l'environnement cible. Il est bien sûr évident que l'URL de test de dev n'est pas la même que l'URL de test de production. Excel Deploy permet, à travers Jenkins et son plugin que l'on fournit, de non seulement packager, mais de publier le package de manière automatique, voire même de déclencher automatiquement le déploiement. Donc, beaucoup de nos clients, à travers Jenkins et ce type d'intégration, feront du continuous deployment, je commit, je déploie. Revenons à Excel Deploy. À droite, j'ai mes environnements que j'ai classés pour la démonstration entre dev et ops. Et ici, j'ai 4 environnements, dev, test, recette et production, où je vois que développement Tomcat Dev est vide. Test, acceptance et production ont déjà des versions de PetPortal qui sont 63, 51 et 2.30. Pour déterminer et constituer ces environnements, je suis allé dans la référentiel qui commence par l'infrastructure. L'infrastructure commence souvent par une machine. Donc ici, j'ai ma machine host DevVM qui me permet d'accéder à cette machine-là, hein, de type unique, SFTP, dont tous les paramètres d'ouverture de connexion SSH. Sur cette connexion, j'ai 3 middleware, un qui s'appelle Tomcat Dev, qui est de type Tomcat Server, qui me dit que sur cette machine-là, j'ai un Tomcat qui est installé ici. La commande de démarrage est la suivante, et la commande d'arrêt est la suivante. Et ensuite, dans la partie Tomcat, j'ai là une sous-composant qu'on appelle le virtualhost qui me dit où est-ce que je stocke mes WAR et où est-ce que je les configure. Sur HostDevVM, j'ai également SQLDev qui est un client MySQL sur la base de données PetClinicDev et qui me permet d'être accédé avec cette identité-là. Et TestRunner est un composant un peu fictif puisque ça va indiquer l'endroit depuis lequel j'ai envie d'effectuer mon smoke test en fin de déploiement.
Ça va être mon infrastructure de dev. Pour la production, on va monter sur deux machines distinctes, prod 1, prod 2 pour mon test runner, mon Tomcat, donc deux Tomcats sur deux machines différentes. On pourrait imaginer sur deux data centers. Une machine dédiée à la base de données avec la base de données SQL Prod. Puis comme j'ai deux machines, mais bien que je gère le trafic, donc j'ai un Big IP qui gère le trafic entre ces deux nœuds-là. Donc on voit qu'on va avoir des choses très mono-machines en dev et multi-machines en production. Sans s'arrêter à deux, bien sûr. Ce que je vous ai montré sur du Java Unix, on va retrouver par exemple sur du Windows, ici ma connexion WinRN, mon 2IS et mon SQL Server. Après ça, on a effectivement des middleware qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises comme des WebServe et des WebLogic. Donc on va avoir effectivement ici la possibilité de décrire les cellules ici ou les domaines ici WebLogic, WebServe. La bonne nouvelle, c'est que ces éléments-là peuvent être automatiquement découverts à travers un mécanisme de discovery interne à XLDeploy. Et puis, les dernières choses à la mode, comme les containers, aujourd'hui sont disponibles dans XLDeploy. On peut pas faire de la WS, ECS, du Docker Swarm natif, du Kubernetes ou de l'OpenShift. Et on va avoir ici les différents éléments pour se connecter à mon cluster OpenShift. Mais au final, on ne déploie pas directement sur cette infrastructure, mais on déploie sur des environnements. Donc, mon environnement Tomcat Dev, il est constitué de l'ensemble des middleware sur ma machine host dev VM. Donc, ma client base de données, mon Tomcat en deux parties et mon test runner. Et côté prod, on va retrouver tout ce qui est sur prod 1, prod 2, prod SQL et load balancer. Donc, on voit beaucoup plus de cycles. Donc, la dernière chose, ce sont les dictionnaires qui sont associés à mon environnement de production. Ici, j'ai 3 dictionnaires qui me permettent de configurer mon application en production. Password est un dictionnaire sécurisé avec des mots de passe. Tomcat Default, c'est tous les conf Tomcat que je vais appliquer, puis un dictionnaire pour ma production. Si je compare avec le Tomcat Dev, je vais avoir 3 dictionnaires, 2 qui sont communs avec la prod, donc ça m'intéresse que je vais pouvoir partager la configuration entre environnements, et un dictionnaire spécifique pour le dev. Un dictionnaire étant ni plus ni moins qu'un ensemble de clés et de valeurs. Donc on retrouve un titre, on trouve un niveau de debug, on retrouve des users, des passwords et des ports. À partir de là, ça va me servir de configuration. Maintenant, nous sommes prêts à déployer. Donc on va commencer par faire un déploiement, ce qu'on appelle un déploiement initial, sur un environnement vide, qui s'appelle Tomcat Dev, que je prends ici, que je mets au milieu, et je vais déployer la version 2.0.80. Donc automatiquement, les règles de déploiement sont appliquées, puisque le SQL est ciblé sur la partie MySQL, la page de test sur le test runner, le logger dans le moteur Tomcat et les autres 3 composants sur le virtual host. Si j'essaie de mapper le SQL sur le virtual host, on voit que j'ai une croix rouge qui me dit « Ah non, il n'y a pas de règle qui permet d'associer cet élément-là avec mon virtual host. » Mais si j'avais besoin, je pourrais la créer. Si je regarde ma data source, souvenez-vous, on avait injecté le nom GNDI comme seul élément et mes différents dictionnaires m'ont injecté les différents URL et credentials de ma data source. Sur le WAR, on avait demandé de scanner les placeholders. Il a trouvé un placeholder qui s'appelle title et le dictionnaire m'a dit que title valait dogs and cats. Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'est la page de test dont l'URL et la valeur dépendaient de l'environnement cible. Donc mon URL est bien celle-ci et title vaut toujours dogs and cats. Et à partir de là, en tant que déployeur, c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez déployer PrEP-Portal 2.0.80 sur dev configuré de cette manière-là. Et maintenant, on va laisser XLDeploy générer pour nous la séquence de déploiement. Donc si on est curieux, on va cliquer sur Preview ici, qui va nous montrer la séquence que va être utilisée par XLDeploy pour déployer cette application. Et on voit que la séquence qui nous génère est la suivante. Configurer le logger, exécuter les 3 scripts SQL qui arrivent dans le répertoire SQL 1, 2 et 3, créer la data source, donc en gris s'affichent les steps associés, déployer un WAR, donc on voit les settings un WAR, déployer le one, déployer un, on fait l'arrêt relance du Tomcat et on fait un smoke test. Donc il nous génère vraiment une séquence. Et c'est vraiment par rapport à ce qui est à gauche que XLDeploy génère ce qui est à droite. Et si on est OK, maintenant on va pouvoir faire execute pour maintenant faire le déploiement de mon application dans son environnement. Voilà, donc on va se connecter. Et on voit que pour chaque élément, j'ai un output. Et cet output me dit, par exemple, que j'ai bien copié le WAR ici, au bon endroit, sur la bonne machine, que j'ai bien démarré mon Tomcat et j'ai récupéré l'output, et qu'à la fin, je me suis bien connecté sur ma page. Donc on utilise wget en backend, hein, donc je me suis bien connecté sur la page, et j'ai bien trouvé dogs and cats à l'intérieur. Donc si je prends cette application que je vous la montre,
nous avons mis l'application docs. Maintenant, ce que l'on fait, c'est qu'on va faire des mises à jour, puisque on faisait ici un déploiement initial, c'est finalement ce qui était le plus simple. Maintenant, on va faire une mise à jour de l'application. Donc, on va passer de la version 2.0.80 à la version 2.0.88. Voilà, en update. On voit que, a priori, ça ressemble à la même chose. Mais si je regarde mon preview, on va voir que la séquence XL Deploy n'est pas la même. Et surtout, ne désinstalle pas tout et ne réinstalle pas tout, va détecter que seuls les deux WAR entre-temps avaient été modifiés. Donc, il applique la règle modification d'un WAR sur un Tomcat 2 fois, avec mon arrêt relance et mon smoke test. L'autre type de modification que je peux faire, c'est une modification de configuration. Plutôt ici que d'avoir mon titre ici en anglais, je vais le mettre en français. On va l'appeler chat et chien. Voilà. Du webinaire. Du web. Voilà. Donc là, on voit que le titre a changé. Je vais demander maintenant une mise à jour de mon application en dev. Je peux vérifier que maintenant mon pet clinic title, le titre a changé et qu'on va checker maintenant un autre titre. Donc maintenant, si je fais un preview, on conçoit naturellement, nous, en tant qu'humains, que seul pet clinic a changé. Effectivement, seul pet clinic a changé et XL Deploy l'a détecté et on inclut le smoke test. Donc c'est vraiment XL Deploy. Même si on part de package complet et d'environnement complet, on ne fait que les opérations nécessaires et suffisantes pour minimiser le downtime de vos applications, que ce soit pour du test ou en production, bien sûr. Et on va bien vérifier que maintenant le mot-clé est bien chien et chien web qu'on va s'afficher de suite. Voici les opérations de base. Je pourrais faire maintenant la même chose en test, en recette et en production. On va pour cela faire la promotion de notre version en production, utiliser ce qu'on appelle le release dashboard. Release dashboard pour l'application Pet Portal est constitué de 4 environnements qui se suivent: dev, test, recette et production. Maintenant, je vais utiliser l'interface pour faire cette promotion. Et on voit que mon interface ici me dit que ce n'est pas possible de déployer en test, en recette et en production. Pourquoi? Parce qu'on a défini les conditions que doit remplir la version pour pouvoir être déployée dans un environnement. En test, j'ai défini que l'équipe de développement doit avoir publié une release note. Donc dès qu'ils ont une release note de prête, ils la publient où ils veulent, par email, par wiki, mais au moins ils le valident quand on a bien une release note. Et je peux déployer en test. En recette, on peut demander au QA est-ce qu'on a bien fait les tests de performance. Oui, le QA nous dit bien on a bien fait les tests de performance. En production, une œuvre d'immerge d'ITIL, d'ITSM, et je crée mon ticket de changement dans mon système préféré, par exemple TCK, et puis je donne un nom généralement. Et comme ça, j'associe bien mon ticket avec mon environnement. Et maintenant, je peux déployer en prod. Donc le déploiement en prod, c'est toujours Pet Portal 2.0.88 qui est maintenant déployé en prod sur 2 nœuds, tout est doublé sauf la base de données. Si je regarde ce que me génère XL Deploy comme séquence, on va voir que c'est un peu plus compliqué. Normal, c'est la production. Je vais activer ce qu'on appelle le staging, qui va demander automatiquement à XL Deploy de calculer tous les artefacts dont il va avoir besoin et de les uploader en parallèle sur l'ensemble des machines qui font partie du déploiement. Donc on voit qu'automatiquement, sur les deux machines prod 1 et prod 2, on va propulser les deux WAR qui font partie du déploiement. Ensuite, j'ai un mode update qui a été orchestré en 4 étapes. Un qui s'appelle une phase de préparation, où système de ticketing pour automatiquement valider si le ticket est dans le bon état, appartient à la bonne version. On pourrait imaginer qu'en production, on fait une désactivation de monitoring et en fin de compte, on le réactive. Donc on imagine qu'on a un service ici qui me permet, un web service, de faire ces opérations-là. Et ensuite, j'ai une orchestration nœud par nœud dans lequel on va retrouver ici le premier déploiement du premier nœud. Donc on trouve une séquence en mononœud, stop and deploy, modify, deploy, stop, start, et mon smoke test. Et comme on a un load balancer dans notre infrastructure, on va même piloter le load balancer pour dire enlève-moi du trafic mon nœud, fais-moi mon déploiement, vérifie à travers un smoke test que tout va bien, et si tout va bien, tu me le mets dans l'autre nœud. Et là, ici, en séquence, je vais passer à l'autre nœud. Et ça, XL Deploy a toujours au final appliqué la même règle, mise à jour d'un WAR sur un Tomcat. Je pourrais par simple changement d'orchestrateur, c'est-à-dire passer d'un mode séquentiel à un mode parallèle, être un peu plus agressif en disant maintenant tu me fais la mise à jour des deux nœuds en parallèle.
On voit que pour la phase d'update, maintenant, les deux nœuds vont se faire en parallèle. Donc, c'est vraiment une question d'orchestration. Ça reste toujours les mêmes steps, mais dans un ordre différent. Pour les besoins de la démo, on va revenir en mode séquentiel. Séquentiel by deployment group. OK. Et maintenant, on va provoquer une erreur pour faire en sorte que ça échoue. Et des fois, ça échoue. Donc, on va faire, je sais pas ce qu'on pourrait se trouver, webinar. Donc, la séquence est la même et on va lancer le déploiement. On va lancer le déploiement. Donc, la séquence est la suivante, le staging. Allez, voilà, staging. Donc, le staging est en cours. Donc, c'est très fait. La phase de préparation est faite. Et là, on fait le déploiement du premier nœud. Donc, on tourne finalement sur un seul nœud en production. Et là, ça échoue. Ça échoue parce qu'il me dit que je me suis bien connecté à l'URL, mais la réponse ne contient pas webinar. Donc, on pourrait imaginer que c'est marqué proxy error ou forbidden, ou etc. Donc à ce moment-là, j'ai trois types d'éléments. Un, c'est de recommencer, hein, parce que souvent en informatique, on retente, on insiste un peu, ça fonctionne, donc on peut faire continue. Donc je reprends exactement là où je me suis arrêté. Donc là, je me suis arrêté sur erreur. J'aurais pu décider de faire des pauses avant-après pour faire une exécution pas à pas, parce que souvent au début, c'est ce que l'on fait. Je peux le faire si j'en ai la permission de faire un skip, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si je prends la responsabilité de ne pas le faire, hein, c'est-à-dire qu'en gros, je dis à Excel Deploy, t'inquiète pas, je vais le faire de mon côté, ou ça a déjà été fait, mais voilà, on va continuer, c'est un peu un passage en force. Et la dernière chose, c'est de faire un rollback. Donc, je demande à Excel Deploy de me remettre dans l'état initial, ça veut dire quoi? Donne-moi l'ancienne version avec l'ancienne configuration sur le même environnement. Donc, je fais un rollback. Et automatiquement, Excel Deploy me génère une séquence qui est d'updater la version 2.0.30. Et si je suis un petit peu curieux, je vais regarder que le groupe 2 va bien être remettre à flot complètement. Et si je reclique ici, on va voir que je vais juste faire un check page de test sur mon nœud 2. Ça veut dire quoi? Que Excel Deploy a vraiment filé checkpoint au fur et à mesure de son déploiement et a régénéré que les étapes nécessaires et suffisantes pour se remettre en bon état. Pour vérifier l'état de mon service, je peux regarder mes reports. Donc mes reports avec un dashboard me donnent l'activité sur les 6 derniers mois passés. Là, je vois que je suis à presque 80% de taux de succès. J'ai la tendance sur les 6 derniers mois passés. Je peux revenir côté déploiement en demandant tous les déploiements que j'ai fait depuis le 1er septembre, que je pourrais filtrer par application, par environnement. Et ça me génère un rapport qui me dit qui a déployé quelle version, dans quel environnement, le user qui l'a fait, la date de démarrage, la date de fin. Et si je clique sur la ligne, j'ai même ici le détail de mes différents éléments. Donc j'ai tout un audit de tous mes éléments d'activité, de déploiement sur mon environnement. Dans le référentiel, on peut comparer des éléments de même type et nos clients aiment beaucoup comparer des configurations. Donc, on peut comparer rapidement la conf de dev avec la conf de test et voir rapidement que c'est le même timeout et que par contre, ce n'est pas le même titre. Également, on a un système intégré de versionning qui permet effectivement de faire des comparaisons seulement et de comparer par exemple la version courante avec la version précédente. Et donc, je vois qu'aujourd'hui à 3h35, j'ai mis chat et chien du web et que le 14 septembre à 8h du soir, j'avais mis dogs and cats. Là, pour l'instant, j'ai été admin, donc j'ai accès à l'ensemble des objets de XL Deploy. En tant qu'admin, je vais pouvoir gérer ce qu'on appelle des rôles, donc les différents rôles que je veux définir autour de ma solution, des développeurs, des readers, des testeurs, des outils. À ces rôles-là, je vais associer des permissions, se loguer, voir les reports. Et localement, au niveau de mon référentiel, je vais dire les permissions que j'accède, par exemple, à dev, l'environnement dev, enfin au folder dev. Je vais dire que les développeurs peuvent déployer, upgrader et undéployer, et que les ops peuvent lire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me connecte ici en dev, avec le profil dev, donc avec le login dev ici, on va voir que j'ai accès qu'à une sous-partie des éléments, donc je n'ai accès qu'aux applications du type .NET et Java. Je ne peux faire des déploiements que en dev, donc déjà je vois beaucoup moins d'éléments, que je ne suis pas admin,
qu'au niveau du référentiel, je vois que mon environnement, les forces de dev, je peux modifier les dictionnaires ici. Et si je vais dans l'infrastructure, je ne vois rien. Donc on peut vraiment donner un droit de déploiement sur des environnements sans jamais donner des informations sur l'infrastructure. Bon, c'est un peu extrémiste pour la démo. Généralement, on donne au moins des droits en lecture. On a parlé ici d'une application Java. Si maintenant je change d'architecture et que je migre vers une architecture à base de conteneurs, eh ben, mon application Pet Portal, je l'ai migré en application, on va le faire aujourd'hui sur OpenShift. Je l'ai migré sous forme de service et maintenant je vais plus cibler des Tomcat et des bases de données, mais je vais cibler mon OpenShift. Donc on voit que mes différents objets de type pod et service sont mappés ici avec les différents paramètres qui constituent les paramètres de mes services et de mes pods. Voilà, et que je vais quand même gérer toujours une configuration à travers un config map et toujours gérer des placeholders. Et à la fin, toujours faire un smoke test pour valider que mon application fonctionne. La séquence que me génère Excel Deploy n'est pas du tout la même que celle générée pour et donc va me générer une séquence où on va créer différents objets, attendre les différents réplicas et toujours le smoke test. Donc l'idée, c'est effectivement de laisser Excel Deploy générer pour vous la séquence. J'aurais pu mixer et des WAR avec des images, par exemple. Si je me connecte sur mon OpenShift en ce moment même, on va voir que il devrait me créer les différents pods et les différents services en direct, me proposer une route ici, et après attendre à travers un smoke test que mon application est toujours bien déployée. Si je reviens ici sur Smoke Test, je vais avoir ici mes différents éléments, mes réplicas qui sont ici accessibles au sens Kubernetes du terme, je dirais. Et derrière mon Smoke Test, dans lequel on va commencer par attendre 20 secondes, voilà, avant de lancer voilà, mon check sur mon environnement pour vérifier que mon application à base de contenu est disponible. Donc si maintenant on va se connecter là un petit peu de temps encore, voilà, donc là c'est marqué ici, et si je me connecte ici, c'est effectivement maintenant Viva OpenShift. Voilà pour la démonstration d'Excel Deploy. Je vais passer maintenant à Excel Release. Donc Excel Release, je vais me connecter sur Excel. Donc on quitte le monde technique pour passer dans le monde du pipeline et du process. Donc quand je me connecte sur Excel Release, j'arrive sur mes releases en même temps. Je vais couper ça là. Qui me disent voilà les releases qui sont en cours, voilà, et leur état. On voit que ces releases-là sont en retard, mais par contre je sais qu'elles sont in progress et je connais leur taux de complétude. Pour arriver à cet état-là, on a défini des releases et pour définir des releases, le moyen le plus simple c'est de définir des templates et on va le faire à travers un template. On va créer ici un template, créer une new template qu'on va appeler webinar web app. Voilà, donc on va définir quelque chose qui permet de réaliser l'application webinar. Je vais définir des phases. Donc dans Excel Release, il y a différentes phases. Une qui peut s'appeler build, après on va rajouter des phases, une qui s'appelle test, après la phase qui s'appelle run, une phase qui s'appelle operate. Voilà, je peux en mettre autant que je veux en fonction de mes dates. Pour la démo, on va en mettre que 3. Donc, 3 phases, on va mettre des couleurs pour bien les distinguer. Donc, c'est vert ici, et puis c'est jaune ici. L'idée, c'est déjà de capturer le process actuel qu'il y a dans votre organisation en faisant un petit audit et de concevoir notre template sous forme de tâches manuelles. Donc, on pourrait imaginer à travers un audit qui dure 32 secondes qu'il faut déjà lancer le build de l'application. Là, je vais mettre une variable parce que ça peut servir à plus d'applications en version, et puis là pour la baseline qu'on va appeler V. Très bien. Ensuite, il faut faire le déploiement de la version en dev. Très bien. Et ensuite, prévenir que la version est prête. Voilà, prévenir les ops peut-être. Voilà. Donc l'idée, voilà, on va dire qu'il y a 3 tâches à faire en build. Si j'ouvre ma tâche ici, je vais mettre son titre, je peux y mettre des informations complémentaires, puisque c'est une tâche manuelle, quelqu'un va la récupérer. Et ça peut être aller sur Jenkins et lancer le job $app release.
Voilà, je peux mettre des conditions, des commentaires, des dates estimées, des dates due date, etc. Et dans la démo, moi, je vais travailler sur la partie assignation. Et pour ma démo, j'ai 4 équipes, dev, QA, Ops et les managers. Donc, on va dire que ce sont les devs qui font le build de l'application. Ensuite, on va pouvoir dire que ce sont les devs, enfin l'équipe de dev qui fait la partie build. Et puis, ce sont les devs qui vont aussi prendre leur plus beau Outlook pour envoyer des mails. Ensuite, on va passer en test, donc on va déployer, donc pour le plus facile, on va prendre ça, on va déplacer ici, et on va dire qu'il faut déployer la version ici en test. Voilà. Et par contre, ce ne sont pas les devs qui vont travailler, ce sont les ops. Voilà. Et ensuite, on va lancer les tests d'intégration de la version. Et ça, on va dire que ce sont les QA. On vraiment distribuer le travail à travers des équipes, on dit qui fait quoi, quand, comment, et on regroupe ça par phases qui seront séquentielles. On va finir pour aller jusqu'en run, hein, donc on va dupliquer ici, on va se mettre ici, voilà, et on va déployer en prod, et puis finalement on n'aime pas aller trop vite en prod, donc on a souvent un go, no go de la version, voilà, et puis on va la mettre là, et ça ce sont les managers. Hein, peut-être la réunion hebdomadaire de validation de passage en prod. Donc voilà, donc déjà pour vous montrer que c'est extrêmement facile de concevoir un template, de le matérialiser, puisqu'il suffit juste de décrire les différentes actions, d'affecter les équipes, et je dirais presque tout le monde est capable de le faire. Et maintenant, je vais transformer ce template en release, en disant je vais faire une nouvelle release. Si je me projette sur une application qui pourrait être peut-être en Scrum, on va dire que c'est le Sprint 12, de l'application qu'on appelle, pourquoi, Portal, et puis en version 56.4. Donc à partir de mon template, je passe à une release, donc elle est de type planification, on voit que la première tâche va être celle-là, partout j'avais des variables, maintenant j'ai des valeurs. Je pourrais décider de dire, tiens, aujourd'hui je sens que je vais avoir du temps, donc on va aussi lancer les tests de performance, donc je peux rajouter des tâches au fur et à mesure, on va enlever le copy, c'est pas très joli. Voilà, et puis je pourrais même décider de les inverser puisque la release est autonome par rapport au template. Le template est une sorte d'indication qui permet, alors bien sûr, modulo droit et permission, de pouvoir changer la release si j'en ai envie. Et maintenant, je vais démarrer ma release. Donc là, j'étais en mode tour de contrôle release manager, je vais passer en mode opérateur. Je suis passé sur my task. Et en my test, maintenant, je vois qu'il y a 2 releases, backend et Sprint 12. Et au titre de Sprint 12, on me demande de faire une tâche qui est assignée à l'équipe de dev et qui doit être le build de l'application. Donc, je récupère la tâche, donc assez classique dans un système de tâches. Je pourrais regarder ce qu'il faut faire, aller sur Jenkins et lancer le job portal release. Donc, il a bien injecté ma valeur. J'y vais, je lance mon job et si tout va bien, je fais complete. Ensuite, on me demande le déploiement. Je récupère la tâche, je complète, je fais avec un super outil Excel Deploy. Okay. Et ensuite, on va faire la partie Ops, donc toujours assigné au dev, fait. On passe maintenant tout de suite. Donc là, je suis dans un mode où dès qu'une tâche est terminée, on passe à la suivante. Je pourrais mettre des dates qui me permettraient de cadencer le travail en fonction de différentes contraintes. Si je vais dans l'overview, je vois que mon sprint ici, 12, tout va bien. Là, il est tout en bas, hein, il est vert, no warning, j'ai son pourcentage, j'ai une progress. Si je clique ici, je sais que le build est terminé, le test est en cours et le run est à faire. Donc tout va bien. Donc en tant que Ops, je vais déployer sur test 4. Voilà. Puis en tant que QA, je récupère la tâche. Je fais mes tests et on va faire échec. On va faire un genre proxy error. Marche pas. Voilà, ma release, elle est plantée. Donc je peux toujours faire un view in release, voilà, pour voir où on en est. D'accord, je peux demander un peu de recommencer, hein, essaye encore une fois. Donc on repasse en run. Le testeur va faire toujours un truc fail, toujours pas. Voilà, donc le release manager me dit bon, c'est peut-être un problème de déploiement, donc on va refaire un restart. Donc on est capable sur une release qui a avancé de rembobiner jusqu'à n'importe quelle tâche qui a déjà été exécutée. Donc pour la démo, on va redémarrer au début du test. Donc ça fait quoi? Donc on va exécuter maintenant.
Voilà, on voit que le build est fait, le test ici a été fait, mais c'est là on les a skippés et qu'on va recommencer. Et à ce moment-là, je pourrais dire, du coup, j'ai plus de temps pour faire mes tests de perf, d'accord. Et donc c'est là je vais faire un skip. Plus le temps. Donc vraiment la release vit sa vie par rapport au reste du monde. Et comme ça. Et peut-être au bout d'un moment, quand on sera bien échoué, on va faire abort release. Voilà. Ce qui est déjà bien à ce niveau-là, c'est qu'on voit que c'est pas très compliqué à mettre en place, mais que ça va permettre de communiquer entre les différentes équipes, de montrer le processus, voir du point de vue des ops qu'est-ce qui arrive et du point de vue des devs où ça en est. Et éviter beaucoup d'allers-retours, de mails, de chat, de tout trottis qui demande de la visibilité. Donc ça donne déjà un premier niveau. Le deuxième niveau, quand même, c'est d'automatiser tout ça, puisqu'on est quand même à l'ère de l'automatisation. Donc ma template, ou mon template, je vais l'automatiser en profitant de l'outil XL Release et de toutes les tâches que l'on a ici en disposition. Donc on va pouvoir automatiser à travers plein d'outils. Donc ici, ce que je vais faire, c'est je vais faire des changements de tâches. Non, c'est pas ça que je vais faire. Ici, on va changer la tâche en disant que plutôt que de demander à quelqu'un de cliquer sur Jenkins, on va automatiquement lancer Jenkins. Donc j'ai sélectionné mon serveur Jenkins. Mon job name, ça va être toujours le même, hein, il n'y a pas de raison. Hein. Donc ici, je vais calculer automatiquement. Voilà, je pourrais lui injecter des paramètres, je pourrais récupérer le build number, la BN. Voilà, histoire d'en faire une variable. Plutôt que de demander aux gens de cliquer dans Excel Deploy, je vais pouvoir piloter Excel Deploy avec Excel Release. J'ai ma tâche Deploy ici. Et là, je vais pouvoir sélectionner mon serveur. Je vais pouvoir sélectionner mon package. Voilà, et puis sélectionner mon environnement. Plutôt que de demander à quelqu'un d'envoyer des mails, eh ben, on va envoyer des mails de manière automatique avec la tâche de notification. Voilà. Peut-être que vous avez déjà de l'intégration qui existe et donc on va utiliser peut-être la tâche Unix qui me dit, ben voilà, lance-moi sur la machine qui s'appelle, la machine, je mot de passe, non, pas. Adresse, test.mycompany.com, un script qui serait de faire quelque chose de, voilà, de run test.sh en injectant version-v. Donc comme ça, profiter de l'automatisation qu'il y a peut-être déjà en place dans l'organisation. Mais toujours assigné aux mêmes personnes, donc c'est eux qui seront notifiés, puisque XL Release va notifier les gens en fonction de leur profil. Hein. Si je vais dans mon mail, je vois effectivement que j'ai reçu ici différents mails en fonction de mon rôle. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est ce go-no-go qui pour nous est modélisé à travers une tâche qu'on appelle une gate. Donc une gate est composée de deux éléments. Ça peut continuer à rester une tâche manuelle, mais en mettant des conditions pour aider la personne qui va récupérer, je sais pas quoi, manager, ok, marketing, feu vert. Voilà, ça fait un peu une checklist, hein, et puis vérifier que c'est pas vendredi, au début. Donc ça, il faut poser les trois questions et si on vérifie, ok, ça permet d'ouvrir la gate et de passer à la tâche suivante. Et l'autre chose, c'est de mettre des dépendances, puisque cette release-là, elle n'est pas toute seule dans son coin, elle va pouvoir synchroniser avec d'autres releases du SI. Hein, on pourrait imaginer que cette release-là dépend du back-end service qui doit être en prod et qui doit être déployé en production. Ça veut dire que finalement, ma gate ne s'ouvre que si mes trois conditions sont réunies et qu'une autre release, qui pourrait être dans des technos complètement différentes, voire même du mainframe, ou un service extérieur, soit dans cet état-là, en succès, et va me permettre de passer. Et de cette manière, on va pouvoir comme ça mettre des relations entre mes différentes releases. Si maintenant on passe sur une release déjà terminée, on va voir que le pet portal release est finalement ce que je vous ai montré dans Excel Deploy, mais sous forme de 4 tâches, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Donc Deploy, c'est vraiment le bras armé de déploiement d'XL Release pour faire tous les gestes techniques de déploiement. Mais derrière, avant ou après des déploiements, j'ai des choses à faire, comme ici récupérer les bugs à travers une query Jira. Hein, donc ici, j'ai ma query Jira que je mets dans une variable issue.
Je peux lancer mon build, je peux compléter mes release notes, je vais broadcaster les release notes en mettant la version, les issues, la release note que j'aurais remplie. En parallèle, parce que dans une phase, je peux faire des tâches en parallèle. Lancer mes tests d'intégration, on va avoir des validations. Déplacer les statuts Jira de ready à deploy to production, des go-no-go en parallèle. Et on pourrait imaginer que je crée un ticket dans ServiceNow, que je vais associer à mon ticket, que je vais mettre fermé. Et donc là, on a une release quand même très automatisée que l'on va lancer. Donc Pet Portal. Pet Portal. Voilà, en version 45 que l'on va lancer. Et donc là, j'ai effectivement, on voit que ma release se met en action et je vais avoir différents éléments. Un élément qu'on a également sur tous les releases, qu'on appelle le release dashboard, qui va me montrer la progression de ma release, non seulement en termes de tâches et d'éléments, donc on voit ici que j'ai ma progression, mais également en termes de build, Jenkins, entre Jira et déploiement. Donc je sais que j'ai 4 déploiements ici qui sont à faire, un Jenkins qui est en cours. Et donc, si je reviens ici sur ma release, ma release elle est là, Pet Portal elle est là, voilà. Je vais avoir là le build qui est en cours et toutes les informations qui sont liées à ma release. Oui, dans son dashboard, effectivement, je vais avoir non seulement mes informations, donc le fait que j'ai bien un build qui s'est bien terminé, et que si je clique ici, j'ai directement le lien vers le build. Donc l'idée, c'est que ça soit Excel Release, la porte d'entrée des outils. Si je vais dans Excel Deploy, je vais avoir les déploiements qui sont en cours, avec son Task ID. Et si je vais dans Excel, dans Jira, j'aurai ici les 3 Jira qui font partie de ma release, avec les liens qui vont bien. Donc l'idée, c'est que depuis ce dashboard-là, que ce soit terminé ou en cours, j'ai une vue d'ensemble du temps passé réellement et des différents acteurs. Tiens, je dois avoir une tâche manuelle, là. On va revenir, complete. Rien à ajouter. Et voilà, on va pouvoir déployer en test. Pendant que ça déploie en test, je peux vous montrer les dashboards. Donc, on a effectivement un certain nombre de dashboards avec ce qu'on appelle le Release Efficiency qui vont permettre de montrer le ratio entre les tâches manuelles et les tâches automatisées. Donc, d'avoir effectivement le temps passé ou les tâches exécutées en ratio manuel et automatisé et différentes métriques. Voilà, donc on lance les tests d'intégration. On va attendre la validation. Donc, toujours mon overview. On va faire complete, OK, ici. Voilà, test de performance, OK. J'ai chargé mes tests, OK. Et on y va. Donc, tout se passe bien. Et ce qu'on a également dans Release Value Stream, ce sont des post-mortem, finalement. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans mes différentes releases de Pet Portal? Et qu'on voit qu'elles prennent entre 5 et 53 minutes. Bon, c'est pour des démos. Que j'ai son ratio entre phases. Donc, je peux effectivement, si j'ai envie de travailler sur le temps passé, voir effectivement les phases qui prennent le plus de temps. Et puis, voir effectivement ce qui s'est mal passé. Là, je vois qu'ici, il y a 2 erreurs. Ici, j'ai eu 8 erreurs et c'est même montré ici en rouge. Donc, une phase critique. Donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir refaire l'histoire et de revoir qu'est-ce qui s'est passé et de voir qu'est-ce qui devrait être bien et pas bien, et toujours sur mon dashboard, d'avoir mes 4 déploiements, mon build Jenkins, mes Jira. Donc, d'avoir toujours les datas associées à mon déploiement. Je vois que mon Pet Portal ici est en erreur et que je vais devoir intervenir. Donc, peut-être ici de dire que je ne fais pas de test fonctionnel aujourd'hui. Pas de test. Et on va continuer. On va passer à la phase d'approbation. Donc, on va faire un symptomie. Et que ici, on va récupérer ici, hop, go. Et puis le go du marketing. Bon, pour les besoins de la démo, j'appartiens à tous les rôles. Et on va déployer. Pendant que ça finit de réaliser, je vais vous montrer quelques autres exemples. Donc, on est là sur un build, enfin un template assez classique, build to prod. On peut imaginer utiliser Excel Release pour faire ce que j'ai appelé multi-deploy, donc faire de l'orchestration juste d'Excel Deploy, en disant mon projet, ici j'ai 2 projets 1, projet 2, est-ce que vous êtes prêts? De faire un certain nombre de déploiements, de faire des validations manuelles, si je suis OK, un premier déploiement pour la prod, une validation intermédiaire, et faire d'autres déploiements. On voit ici que la fin d'une release n'est pas un déploiement en prod, mais ça peut être prévenir le marketing, surveiller l'application, etc., etc. L'autre type de pattern que l'on peut faire,
ici, voilà, c'est qu'à un moment donné, je vais travailler sur des releases plus complexes, de dire que j'ai mon produit et ça va commencer par démarrer 3 sous-releases, hein, 2 mobiles et un back-end, hein, un mobile iOS et un mobile Android, donc en utilisant ce qu'on appelle le create task, hein, donc je vais créer des tâches et l'idée c'est d'attendre la fin pour faire un push to prod. Donc on va faire une nouvelle release ici, RB. Pourquoi je l'ai appelé RB, je ne sais pas, c'est pas grave. Je vais démarrer ma release. Donc, il crée des sous-releases. Donc, l'idée, c'est derrière d'attendre l'état de ces sous-releases. Voilà, et de recevoir une notification quand c'est fait. Et si je me mets ici sur la partie relationship, je vois ici que voilà, j'ai une vue release sous release et que je vois que j'ai différents états. Hein. Donc là, ici, tout va bien. Si je bascule ici dans mon overview sur, on va dire, mon mobile iOS, on pourrait dire que voilà, il y a une erreur, ça se passe mal. Et si je reviens sur RB, comme ça, voilà, on voit que du coup, ma release ici devient rouge. Donc, on a effectivement des visualisations release sous release qui vous permettent de synchroniser vos releases et d'être notifié et prévenu quand ça ne va pas. Et la dernière chose que je vais vous montrer, c'est que on va pouvoir, entre autres, hein, mais on peut avoir plein d'imagination, on va réaliser XL Release avec XL Release. Donc, on voit ici le template utilisé par nos équipes R&D pour réaliser une nouvelle version d'XL Release avec des tâches manuelles, avec des conditions, des jobs Jenkins et un certain nombre d'actions qui vont devoir intégrer pour pouvoir réaliser une autre version d'XL. J'ai terminé maintenant. Je ne sais pas si on peut passer aux questions-réponses. Je ne sais pas par quel canal les questions vont arriver. Alors moi j'ai des questions que j'ai reçues ici. Peut-on générer le Dart dans Jenkins et ensuite le transmettre à XL Deploy? Oui, ça se fait à travers ici, là, voilà, à ce niveau-là, ça s'appelle l'action Publish Package to XL Deploy. Donc on peut générer le package, alors soit on le génère avec XL Release avec Jenkins et c'est automatiquement celui qu'on a généré, ou soit on l'a généré avec un autre outil, hein, puisqu'on peut générer le package qu'on appelle le Dart file avec du Maven, du Gradle, plein de choses. Et là, du coup, par exemple, typiquement, on va aller rechercher tous les fichiers dans le file system ou dans une URL. Alors, j'ai une deuxième question qui est, existe-t-il une tâche dans XL Release permettant de valider les étapes de déploiement de pipeline dans XL Deploy? J'ai pas compris. Réflexion. Une tâche dans XL Release permettant de valider les étapes du deployment pipeline dans XL Deploy par rapport au deployment dashboard. Oui, c'est exactement ce que j'ai fait dans ma démo. Alors, je suis passé effectivement assez vite. Mais si on regarde bien la démo, ici, j'ai une tâche que j'ai créée custom qui s'appelle Update Checklist Value qui permet effectivement d'automatiquement aller faire un satisfy. Donc, on pourrait imaginer que avant, ici, j'ai une tâche manuelle qui me dit validation que la release note est OK. Et du coup, automatiquement, ça a tagué la bonne valeur dans XL Deploy pour permettre le déploiement ultérieur. Très bien. Donc j'ai une autre question. Quelle est la structure de l'archive d'art à générer pour une application? Alors, le DAR, c'est essentiellement ce qu'on appelle un fichier manifeste. Hein. Donc, un fichier manifeste, c'est juste la description du bon de livraison de mon application. Donc, globalement, si je me place ici à ce niveau-là, on va se mettre dans le référentiel. C'est juste de décrire, si je me place ici, les différents composants avec les différents paramètres. Ensuite, les artefacts associés peuvent être soit embarqués dans ce qu'on appelle le DAR, donc avec les fichiers, ou soit externes, hein, puisqu'on peut maintenant, depuis quelques versions d'XL Deploy, se connecter à des référentiels externes tels que Artifactory ou autres services web qui permettront d'aller chercher les artefacts de manière extérieure. Autre question. XL Deploy est-il capable de faire un rollback sur le SAM? Le SAM. SAM. SAM, je ne sais pas ce que c'est que le SAM. Ou alors j'ai plus l'acronyme en tête. En tout cas, si on parle de rollback et on parle de data, on peut effectivement, quand on package du SQL, associer des rollbacks de SQL eux-mêmes, donc en gros que Excel Deploy appliquera. On peut également l'interfacer avec des systèmes de backup ou de snapshot intermédiaires. C'est-à-dire que ici, par exemple, si je génère mon DAR et que je lui demande de faire des backups, donc là c'est une règle que je mets manuellement, que je pourrais mettre automatiquement dans l'environnement de production. Ça va me générer une tâche complémentaire dans mon environnement, dans ma tâche, voilà, qui fait dans la phase de préparation un backup et en phase de finalisation un delete backup. Ce qui voudrait dire qu'en cas de rollback, on réappliquerait le backup ou on annulerait le snapshot de ma base de données.
question de Pierre Cassignol. Quelle est la version d'XL Release utilisée pour la démo? Les deux outils sont en version 7.1. Donc 7.1 ici, et normalement, je vais bien vous vérifier que à boot, on devrait être en 7.1 ici, enfin 7.1. Les deux dernières versions qu'on appelle de type STS, donc qui ne sont supportées qu'environ 2 mois, pour profiter à une version 7.2 qui ne devrait pas tarder à arriver. Il y avait une question également. Quelle fonctionnalité est apportée par l'intégration entre XL Deploy et les outils de provisioning tels que Chef, Puppet, Ansible? Alors, dans le cadre de ce type d'intégration, on va pouvoir intégrer effectivement, aujourd'hui on a des intégrations supportées entre Ansible et Puppet. Hein. Donc si je regarde dans la partie Community, je vais pouvoir, alors, on peut faire l'appel extérieur, hein, que ce soit depuis Deploy ou Excel Deploy Sample. Et on va pouvoir ici, alors c'est pas ici, provisioning, rôle, on va pouvoir, au même titre que je déploie mon application, task, dire que je déploie, je renseigne mon infrastructure. Alors, je vais y arriver ou pas, non, j'y arrive pas. C'est pas dans celui-là, c'était pas dans le rôle, mais c'était dans le rôle XL Deploy. XL Deploy, task, main, voilà. Donc on voit ici des actions XL Deploy qui permettent automatiquement de renseigner l'infrastructure à partir des variables d'environnement ou des valeurs gérées par Ansible. Typiquement l'exemple, je laisse Ansible installer un Tomcat dans OPT, Tomcat d'une machine X, automatiquement ces tâches-là vont automatiquement remonter l'information dans XL Deploy de manière à ce que je n'ai pas besoin de renseigner manuellement la partie infrastructure ici. Voilà, voire même de automatiquement associer les différents éléments dans un environnement. Autre question, est-il possible de planifier les déploiements automatiques sur des plages horaires hors SL Deploy? Alors, dans Excel Deploy, on va pouvoir, quand je fais Advanced ici, revoir la tâche de déploiement. Alors, on va y arriver. Voilà, donc, au niveau juste d'Excel Deploy, là, on voit que je suis toujours pending et j'ai un parti schedule. Donc là, vous pouvez mettre n'importe quelle heure pour dire que je vais le faire que à 19 h par exemple. Et là, du coup, ma tâche est passée scheduled. Et si j'ai un task monitor, je retrouve ici ma tâche schedulée. L'autre chose sur laquelle je peux travailler, c'est plutôt au niveau de la release et de dire effectivement mon déploiement en release. Je vais pouvoir mettre ce qu'on appelle dans XL Release la notion de blackout période. Donc, je pourrais dire, voilà, alors je peux définir, c'est là, voilà. Allez, voilà, je peux mettre un blackout pour dire que, par exemple, le 21 septembre, no deploy. Voilà. Voilà. Donc, ça veut dire que je ne fais pas de déploiement. Et après, quand je configure ma release, je vais pouvoir lui dire si je suis dans cette période-là ou pas. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir comme ça dire, voilà, j'ai des zones dans lesquelles on appelle des blackouts. Alors, soit sur des SLA pour dire, bon, je ne déploie pas entre 9 h et 18 h, ou soit des trucs de gel, hein, typiquement Noël, les soldes, fin d'année, qui permettent effectivement de geler les parties prod, souvent des organisations. Merci Benoît. J'ai une autre question de Monsieur Romero. Quel est le mode de licensing? Donc je vais répondre, je pense, Benoît. Donc le mode de licensing pour XL Deploy et XL Release est basé sur une mécanique de souscription annuelle ou pluriannuelle, dont le montant de cette souscription, donc qui inclut droit d'usage, maintenance et support technique, est fonction du nombre d'utilisateurs. Donc, pour chacune des solutions que vous allez utiliser, XL Deploy et ou XL Release, on va regarder le nombre de personnes qui interagissent avec les systèmes. Et vous allez donc payer une souscription annuelle en fonction de ce nombre d'utilisateurs, indépendamment du nombre de hosts sur lesquels vous déployez, en particulier pour un outil comme XL Deploy, et indépendamment du nombre d'applications que vous allez déployer. Cette souscription vous donne par ailleurs accès à la librairie complète de plugins que nous avons évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire aussi bien la librairie de plugins officielle que les plugins communautaires qui sont mis à disposition. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On atteint la fin de la liste. Comment ajouter des règles de partitionnement base de données entre le dev et la prod?
Alors, dans Excel Deploy, on peut rajouter des règles. Il y a différents mécanismes qui existent, mais qui ne font pas à travers l'interface graphique. Hein. C'est de la modification de fichiers XML pour la plupart, hein, pour spécifier la règle et lui indiquer ce qu'il faut faire. On vous fournit tout un mécanisme qui permet de vous concentrer sur le quoi. Tout le comment, typiquement, copier des fichiers, en supprimer, que ce soit en local ou à distance, est pris en charge par notre framework qui s'appelle Overview, qui pour vous est transparent. Après, j'ai pas très bien compris le détail, mais vous pouvez effectivement faire ce que vous voulez au niveau. À partir du moment où il y a une règle, on peut toujours l'exprimer dans Excel Deploy. Je ne sais pas si c'est une question sur les droits d'accès, peut-être dans Excel Deploy. Comment ajouter des règles de partitionnement base de données entre dev et prod? Ça doit être ça, ça va être qui a le droit d'accéder côté dev et qui a le droit d'accéder côté prod. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, c'est une solution qui est basée sur les rôles. On va brancher sur un Active Directory LDAP. Et donc, on va pouvoir ségréger comme ça l'accès des utilisateurs aux fonctionnalités de deploy et dire un environnement de dev ne peut être accédé que par les devs, un environnement de prod ne peut être accédé que par la prod, par exemple. Je vous ai montré ici, dans la partie ici dev, là, je vous ai montré ici dans l'interface graphique que ici connecté en dev, je ne vois que les environnements de dev et de test. Donc même si XL Deploy il est connecté aux environnements de prod, la personne ne verra ici que les environnements qu'elle a le droit de voir. Il y a une question de Marie-Manuela. Est-ce qu'il y a des limites de volumétrie connues pour chacune des solutions? Allô? Allô? Ouais, c'est bon. Alors, de volumétrie, non, pas connu, je dirais de manière absolue. Hein. Après, effectivement, c'est une solution informatique, donc il y a des limites en fonction de vos environnements. On a, côté Excel Deploy, des gens qui gèrent des artefacts de très très gros volume, de plusieurs gigas, hein, et sont facilement transférés entre le référentiel et les machines distantes. Et je dirais dans XL Release, on peut gérer, on a des métriques sur notre application qui permet de gérer une centaine de releases en concurrence sur 200 avec plein d'archives. Donc je dirais 200 releases en parallèle fait partie d'une métrique moyenne pour XL Release. On a une question à nouveau de Franck qui précise sa question de tout à l'heure. Au niveau Oracle, on peut définir des règles de partition physique selon des règles logiques, ce qui n'est généralement pas nécessaire en développement, mais seulement en prod avec de forts volumes. Pour préciser sa question de ségrégation dev prod. À détailler dans un à détailler dans un contexte ultérieur, à préciser avec vous. Les workflows montrés sont séquentiels. Pouvons-nous faire des branches en parallèle? Sur les déploiements. Alors, sur déploiement, oui, je vous ai montré qu'à travers une orchestration, on pouvait changer l'orchestration facilement. Ça veut dire que ici, là, j'avais défini une orchestration en séquentiel. Si maintenant, si je fais en parallèle by deployment group, je pourrais même imaginer de faire du séquentiel et du parallèle. Parallèle, quelque chose qui n'a pas d'intérêt, mais pour montrer qu'on peut vraiment paralléliser par deployed. Mais pour vous montrer que je pourrais dire que je fais 2 blocs et dans ces 2 blocs-là, ensuite, je fais tout en parallèle. Bon, je ne sais pas trop ce que ça va générer comme plan, mais pour vous montrer que la parallélisation se fait par découpage et ensuite, c'est XL Deploy qui applique les forks et join. Le temps que ça génère, je ne sais pas pourquoi, voilà. Donc, update, donc là, je viens de séquentiel, là, et ici, on voit que, par exemple, typiquement, je mets tout en parallèle, donc l'update de data source, voilà. Bon, ça n'a pas beaucoup de sens parce que ici, il va faire un certain nombre d'éléments en trop, mais pour vous montrer que facilement, je peux lui donner des ordres en disant, je veux que ce soit en séquence ou en parallèle ou en séquence à différents niveaux, et XL Deploy Factory. Au niveau de release, les phases sont forcément séquentielles. Ensuite, dans une phase, on peut faire des blocs parallèles qui, à l'intérieur, peuvent connecter des blocs séquentiels et d'autres blocs parallèles. Si cette vue-là commence à être un peu petite, on a une vue également table, hein, que je ne vous ai pas montré, qui permet effectivement de gérer les choses et rapidement rechercher, par exemple, différentes tâches au milieu d'une release. Et puis, pour ceux qui sont fans, on a des vues Gantt, alors qui en template n'ont pas beaucoup de sens, mais en tant qu'action après en release est intéressante. Et puis, pour tout ce qui est release as code, on va pouvoir également générer et gérer nos releases dans des Git, hein, à travers un DSL qui s'appelle les release files, hein, qu'on va pouvoir stocker dans des Git et intégrer automatiquement avec XR Release. Donc oui, on peut paralléliser à outrance. Après, il faut juste que les middleware et les systèmes en face soient adaptés pour le faire. Alors, officiellement, il nous reste 11 minutes pour poser des questions.
Alors, une question de Richard. Trabu. Quand on supprime une version d'application, est-ce que les rapports associés sont supprimés? Non, mais on ne peut pas supprimer une application sur qui est déjà déployée. Donc on peut supprimer les différentes versions pour purger, ici dans le référentiel. Hein. Donc une version qui est déployée ne peut pas être supprimée. Par contre, si je supprime, alors je ne vais pas le faire, une version ici, elle sera quand même disponible dans les différents reports pour me dire effectivement qu'une version a été déployée dans un environnement. Question de Frédéric Roulet. Pour les déploiements sur OpenShift, savez-vous déployer sur un cluster on-premise ou un cluster sur un cloud? C'est pareil, puisqu'on utilise l'API. On utilise l'API d'OpenShift en fait. Après, les moyens de connexion peuvent être différents. On a tout un système d'authentification qui peuvent être différents en fonction mais qui ne sont pas forcément liés au fait qu'ils soient on-premise ou dans le cloud. Hein. Mais effectivement, il y a différents mécanismes d'authentification qui sont supportés dans le plugin OpenShift. Plus que 10 minutes pour les questions. Je ne sais pas s'il y a encore des interrogations dans les quelques dizaines de participants. Sinon, je pense qu'on peut vous donner nos coordonnées email donc pour Benoît et pour moi-même. Donc Benoît Mousseau, donc bmousseau, bmou2sao.com pour toutes les questions techniques et rmathis, rmathis@xebialabs.com pour les questions d'ordre commercial. On a une question encore. Peut-on facilement écrire des add-ons pour d'autres plateformes cloud? Oui. Oui. Ça veut dire quoi facilement? Toujours alors effectivement sur la structure c'est du XML. Après pour les API, aujourd'hui quand on a besoin de faire un peu d'intégration, on utilise du Python. Donc s'il y a un module Python sur cette plateforme, on est capable de l'intégrer facilement au sein de ce qu'on appelle un plugin. Merci. Beaucoup de questions, c'est bien, c'est interactif. On va attendre une ou deux petites minutes et puis s'il n'y a plus d'autres questions, on va pouvoir clôturer cette session qui a été très interactive pour une fois, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a encore des curieux, Alors après, on peut même se servir d'XL Release pour faire les resets des démos. Voilà. Ce que j'ai pas dit à Benoît, c'est qu'il y a un certain nombre de questions auxquelles j'ai répondu en direct aux gens. Mais... Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Parfait, écoutez, je pense qu'on va pouvoir terminer cette session d'aujourd'hui. Nous vous remercions pour votre participation nombreuse et on espère avoir l'occasion de vous reparler prochainement dans des rendez-vous one-to-one. N'hésitez pas en tout cas à vous mettre en contact avec nous et à très bientôt. Merci à Benoît pour la qualité de ta démonstration. Merci beaucoup. Au revoir.